C'est parti pour la vidéo de Goji. Imi vient de faire ce qui n'a jamais été fait dans One Piece en 30 ans. Monde. Le titre de ce chapitre 1189 dit tout ce qu'il y a à dire. Imu est le roi de chaque être vivant sur son monde et il le prouve encore aujourd'hui en ne poignardant pas une fois, mais 2 fois Luffy qui se retrouve dans une situation jusqu'alors jamais vue. Ce chapitre d'une intensité folle met en avant le siècle oublié et les 19 armes utilisées par les rois d'autrefois pour vaincre Joy Boy. Si je vous disais que ces rois Niveau montage aussi de Goji, c'est fort quand même. C'est fort. Hein. sont encore là quelque part dans le monde et que leur retour se fera lors de la prochaine et dernière grande guerre qui opposera Imu à Luffy et au reste du monde. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette théorie et toutes les autres analyses que je vous ai concoctées pour cette review. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, mieux que Luffy en tout cas. Préparez-vous pour cette vidéo qui va commencer dès maintenant. N'oubliez juste pas de vous abonner car 37% d'entre vous ne le sont toujours pas. Commentez et dites-moi d'après vous comment Luffy pourrait être sauvé d'Imu et laissez-moi un like sur cette vidéo pour le soutien habituel qui fait extrêmement plaisir. Merci à vous et commençons, non? Bon, que s'est-il passé dans ce chapitre 1189? Eh bien, c'est la fin pour Luffy. Transpercé à 2 reprises par Imu, il n'a pu lâcher un seul mot de tout le chapitre tant la douleur l'accablait. S'il était déjà en position délicate dans le dernier chapitre, c'est littéralement 2 fois pire aujourd'hui et seul un miracle pourra le sauver. Méfions-nous de l'esprit shonen malgré tout. Imu a fait l'erreur typique des méchants de se moquer du héros et de sa famille en mentionnant Ace et Sabo comme dérangeants ou malpolis. Chose assez intéressante pour être notée, Imu semble exaspéré par le nom Monkey D. Est-ce à cause du D ou plutôt à cause du Monkey qui lui rappellerait le nom d'un ancien adversaire, au hasard un certain Joy Boy ou un Monkey D Pao? Tiens, pendant son discours, Imu prend un certain plaisir à invoquer de nouvelles armes. On va tout... Ben non, sinon elle le dirait pas comme ça. Parce que on a l'impression quand même que d'un côté, Imu respecte Joy Boy par sa puissance, etc. Ça veut dire que le nom de Luffy est peut-être même un nom de dé parmi les randoms des dés. À la base. À la base, je parle, hein, il y a 800 ans. Parce que vu qu'on m'a dit Joy Boy n'était pas aussi faible, pas vrai Joy Boy, etc. Quand il écrit, on voit qu'il y a une marque de respect. Il y a une marque de respect. Donc, si c'était vraiment le nom de Joy Boy, bon, qui dit, elle n'en parlerait pas comme ça. Oui, exactement. Elle aurait dit que c'était son descendant. ne semble pas vraiment décider de quelle arme va apparaître puisqu'il semble surpris de voir apparaître la hache du châtiment. Ah, tu vois, c'est ce qu'on disait. La fantrad laisse entendre que c'était pas choisi, alors que la trad officielle, on n'a pas cette impression-là. Donc ça, c'est ouais, voilà, c'est les biais d'analyse qu'on a à cause de la fantrad. Ouais, exactement, il se fait avoir. Céleste, comme si c'était une pioche au hasard. Un pouvoir me rappelant d'ailleurs celui de Kaido dans Hunter x Hunter. Surinterprétation, référence au hasard. J'aime imaginer qu'encore une fois, Imu laisse faire le destin dans son invocation d'armes. D'ailleurs, quel coup du destin quand cette hache fut bloquée par 2 autres, celle de Gaban qui arrive in extremis sauver Luffy, démarrant un nouveau combat qui nous sera dévoilé dans le prochain chapitre. Pendant ce temps, Sanji et Zoro continuent d'affronter leurs ennemis respectifs, mais ça s'annonce très mal avec leurs nouvelles armes et leurs nouveaux pouvoirs conférés par Imu. Ils frôlent l'invulnérabilité. Sommers en particulier aura repoussé sans aucun effort la plus puissante attaque de Zoro à ce jour dans son style à 3 sabres du roi des enfers. Le maximum n'est pas suffisant, il faut donc aller encore plus loin ou se rendre à l'évidence que ni Luffy, ni Sanji, ni même l'implacable Zoro ne sont à la hauteur. Pour le reste, merci, faut le dire. Voilà, c'est pas encore le moment de les affronter. Ce chapitre le dit avec Shanks, c'est pas le moment. En gros, c'est ce que Oda nous dit par cette narration-là, en faisant passer ce passage-là de Shanks, il nous dit c'est pas le moment à loquer avant, mais c'est toujours pas le moment en fait. C'est ça que ça veut dire. J'explose de rire, c'est les 1190 commence par le flashback de Pop de Vassili. Ah ouais, non mais non mais il y a de fortes chances que d'ici 2-3 chapitres, on se voie quasiment pas le combat et genre Zoro au sol ensemble, tu vois, Zoro et Sanji au sol ensemble. Ça pourrait être choquant. Choquant comme Luffy, tu vois. Loki révèle tout ce qu'il sait de l'ennemi qu'ils affrontent. Biblo, lui, veut communiquer avec Zoro et Robin et ils ont besoin de Chopper pour ça. Et en parlant de créatures, Brook se permet même de donner une confiance un peu trop aveugle à mon goût à Gunko, alors que Ragnir, lui conseille de ne pas la dégeler car ses réactions sont incertaines. Et moi, tu sais quoi, j'ai envie de te dire, Brook, tu la combattras solo, la Gunko possédée. Comme ça, faudra pas pleurer si jamais elle se démonise à nouveau. Bref, c'est à peu près tout pour le résumé de ce chapitre. On va bien sûr maintenant. Bah non, il y a Jinbei, il y a... Là, ils sont tous et ils connaissent ses pouvoirs. Donc il y aura peut-être... ils pourront peut-être tenir un petit peu, mais de toute façon, à la fin, c'est fini, quoi. En vrai, qu'est-ce que tu veux montrer que c'est pas super intéressant, je trouve, comme combat. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour l'instant, peut-être plus tard. Ça pourrait être fou de voir Brook devoir affronter Gunko. C'est quand même un style, dans un sens, triste aussi.
creuser tous les sujets un par un. Alors avant de commencer l'analyse du chapitre, j'aimerais bien donner mon ressenti global, mon avis dessus, parce que vous voyez, même si je trouve que c'était un Ouais, c'est excellent vrai. chapitre avec des informations, des révélations Robin, et elle du a drame, eu genre si je pense l'information comme en je pense que c'est la plus. première fois dans tout One Piece que Luffy est dans un chapitre mais qu'il ne parle pas à cause de la douleur, c'est vraiment une première. Bah, malgré tout ça, je me rends quand même compte que j'ai pas autant le stress que l'on devrait avoir dans ces situations parce que Oda nous a trop fait le coup de désamorcer une situation très tendue pour que le scénario se retrouve non plus contre mais avec les protagonistes, quelles que soient leurs difficultés. Donc je sais pas si ça vous le fait pour vous aussi, mais j'arrive pas à profiter pleinement à 100% de la tragédie de ce chapitre, comme si j'attendais inconsciemment qu'un truc allait totalement sauver Luffy et que 3 bouts de viande et un pansement de Chopper. Et ça, c'est un gros problème de la plupart des lecteurs, c'est qu'ils ne vivent pas la lecture, ils attendent. Moi, on peut me critiquer sur beaucoup de choses, je théorise beaucoup, je suis très fermé sur beaucoup d'éléments vis-à-vis de ma vision des choses sur le manga, mais je vis les chapitres. C'est-à-dire que je prends ce qu'Oda me donne. Je cherche, j'ai certes des théories, des attentes, etc., mais je sais faire abstraction de tout ça quand je lis les chapitres. Et j'attends de voir de ce qu'Oda où va m'amener Oda, en fait. Et c'est le gros problème de beaucoup de lecteurs, et donc du coup de Goji aussi. Et en fait, c'est ça qui biaise leur avis sur les chapitres, sur les éléments qui sont donnés, etc. C'est que des gens, euh, en fait, ils vivent par leurs attentes. J'attends qu'il se passe quelque chose, j'attends une dinguerie, j'attends machin. Et si ça arrive pas, bah, c'est nul, c'est de la merde, ça, je suis déçu. Voilà. Donc ils n'ont pas vécu l'aventure, ils n'ont pas vécu le récit, ils ont attendu. Et ça, c'est triste en vrai, c'est triste dès quand tu arrives à cette partie-là, de, de vivre de l'œuvre à travers tes attentes et non à travers ce qu'Oda te montre. Moi, quand j'ai vu le Luffy planter, j'étais choqué. Pourtant, ça va dans mon sens. Ça va dans ce que moi je pense. Donc ça complète mes attentes, mais j'étais choqué. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, donc je le vis pleinement en fait. Et même si je ne l'attendais pas, j'aurais été choqué pareil en fait. C'est ça. Après, tu es peut-être le seul dans toute la commune qui a plus de 50% de win rate sur les théories. Ça, c'est possible aussi, ouais. Je pense. Après, parce que je théorise pas de la même manière que la plupart. C'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sur la manière de. Ben, on cherche pas à avoir l'idée, mais on construit on regarde les éléments et on va chercher vers où ça nous mène. J'avoue que j'ai pas trop d'attentes perso. Je profite de l'instant présent, quoi. Ben tu peux avoir des attentes, mais il faut savoir en faire abstraction pour pouvoir vivre l'instant présent. C'est ça le plus important et c'est là où tu profiteras le mieux de One Piece. Suffiront à le remettre sur pied. Pareil du côté des Mugiwara, j'ai adoré le fait que Usopp ait ce truc du haki de l'observation qui s'éveille, machin et tout. Mais pour faire encore plus peur, ça aurait été pas mal que Jinbei, Zoro et Sanji, qui ont eux aussi le haki, sentent que quelque chose est arrivé à Luffy. Sanji, plus particulièrement, avait senti le retour de Luffy en Nika au chapitre 1044. Ça aurait été pas mal de sentir sa détresse. Mais il a pas le temps. Il est face à Kinningham, boosté au Omen avec une lance divine. Qu'est-ce que tu veux? Il a pas le temps. Aujourd'hui aussi. Mais globalement, c'est du chipotage. Un autre truc, par contre, que je trouve bizarre, c'est que Luffy se fait planter tout le long du chapitre, même par 2 fois. Et il conserve son Gear 5 là où normalement les gros dégâts qu'il subit annulent sa transformation. Donc j'espère qu'il va pas avoir d'un coup d'un seul la capacité, grâce à son imagination, de cautériser ses plaies ou quelque chose comme ça, de se soigner quoi. Globalement, bon, je trouve que ces derniers chapitres ont d'excellentes promesses, les meilleurs même depuis des années, mais on est tellement pas habitué tout en ayant été si souvent déçu des choix scénaristiques quand il est question de conséquences que c'est dur d'y croire à 100%. Sinon, globalement, tout le reste du chapitre en termes de contenu et tout, il est très bien. Oui, Personnellement, j'ai pas Jinbei a trouvé senti, c'est le vrai. passé, le présent et le flashback et la réalité. Là-dessus, je mettrai pas de point particulier car on sent qu'Oda a essayé de gratter du temps pour faire venir Gavan à la fin du chapitre. Maintenant, et comme d'hab, ce qui va importer, c'est le prochain chapitre. Tout n'est pas encore joué et on va analyser celui-ci parce qu'il y a largement de quoi dire et de quoi faire. Et finalement, comment ne pas croire au miracle quand l'un des événements les plus attendus de One Piece vient d'avoir lieu dans ce chapitre? La défaite de Luffy? Non. Le combat Imu versus Gavan? Non, pas du tout non plus. C'est quelque chose qu'on a encore plus attendu. Usopp va peut-être finir par servir à quelque chose. Oda ne l'a pas oublié. Le principe simple et primaire du haki l'observation ayant... Mais bien sûr qu'Oda n'a pas oublié, il attend le bon moment. Il a toujours attendu le bon moment. Et là, je pense même pas que ça soit le bon moment pour Usopp de briller. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre Mu ou contre des dragons célestes boostés au Omen avec des épées légendaires? Il va rien faire. C'est pas le moment. Là, c'est le moment d'avoir le déclic. Et après d'utiliser ce déclic dans le prochain arc.
disparu depuis 12 ans, est réapparu aujourd'hui chez notre très grand guerrier Usopp. Plus personne n'y croyait, mais Oda l'a fait. Usopp va peut-être bel et bien Ça serait évoluer un marrant. pouvoir latent, capable de détruire le monde. Ou juste son haki, c'est déjà pas mal. Derrière la vanne, c'est évidemment génial qu'un tel événement se produise. Soyez quand même méfiants, hein, ça veut pas dire non plus qu'Oda va le remettre au devant de la scène tout de suite. Ça reste juste un bon début. Voilà, l'espoir revient. Faut quand même se dire que cette scène avec Usopp a finalement servi à davantage créer de drama et de tension autour de la défaite de Luffy que la défaite de Luffy elle-même. Parce que sur Onigashima, quand Luffy s'est fait fumer à 50 reprises, est-ce que Usopp a senti quoi que ce soit? Non. Non, ou alors j'en ai pas le souvenir. Par contre, là que son instinct lui dise que quelque chose de grave vient de lui arriver, c'est bien pour nous faire comprendre que ce n'est pas une défaite normale que Luffy vient de subir. C'est vraiment très très mauvais. Même si je vois pas trop comment Usopp pourrait chercher à secourir Luffy d'une façon ou d'une autre pendant que quelqu'un distrait Inu et nous offrir une scène à la Stampede où c'est lui qui est allé sauver son capitaine après la rouste prise par Belette. En gros, pour l'instant, il se passe rien de plus, mais il n'y a pas de fait pour Usopp, c'est pas grand chose, mais ça peut être suffisant pour le remettre dans une bonne dynamique utile. Ben, Gaban a tranché l'arbre. Où est Luffy? Donc il peut très bien aller le chercher, hein. Il peut très bien aller le chercher en scred et le ramener. Et Imu ne verrait même pas Usopp tellement il est insignifiant à ce moment-là, je pense. Après, j'avoue que j'ai eu du mal à le voir, ça. Ouais, ça, c'est ben, le problème de, de surcharger, l'obligation de Koda de surcharger les chapitres pour pouvoir avancer. Ça entache certaines clartés dans le dessin, mais il n'a pas le choix. Et nous aussi, on n'a pas le choix d'accepter que ça, parce que moi, j'ai envie que Oda finisse One Piece vivant, quoi. J'ai pas envie que ça fasse une Miura. Donc, même s'il surcharge, eh ben, j'accepte. Vas-y, surcharge. Je prendrai plus de temps à regarder et tant pis. Et agréable, surtout quand il est question d'obtenir le haki quoi. Car si le haki est un mélange de pouvoir inné et de pouvoir à entraîner, il ne reste pas moins une capacité qui peut s'éveiller dans des cas extrêmes. C'est Yogoro le Fleuri qui le disait sur Wano lorsqu'il apprenait le Ryuo à Luffy. C'est dans l'urgence que ce pouvoir s'éveille, c'est donc dans l'urgence que le haki d'Usopp pourra fleurir. Tiens, j'aimerais bien faire un petit point sur le cas de Chopper là. Ok, c'est mignon. Oda a là aussi réintégré le principe de la communication interespèce avec Chopper qui fait la passerelle entre les humains et les animaux. On s'en doutait, je vous avais même dit qu'il communiquerait avec Ragnar dès que le Ouais, Corail a été introduit. c'est bien Ok, de ok, pas faire de ça avec surprise. C'est pas ce qui l'animé. m'intrigue, c'est Ça plutôt aide. Biblo. Zoro et Robin semblent convoquer Chopper à la bibliothèque. Et qui s'y trouve? Louis, ouais. Il va traduire les paroles du hibou et tout. Ok, encore une fois, ça me va. Mais maintenant, imaginez 2 petites secondes. Biblo aurait l'astuce pour conjurer les démons d'Elbaf et renvoyer Imu. En gros, il a leur point faible et il veut le faire partager au Mugiwara, notamment Chopper. Ouais, mais non, Goji, c'est n'importe quoi. Comment Biblo pourrait avoir ce savoir? Bah justement, Biblo sait tout. Il sait tout. Je vous rappelle qu'il tient la plus grande bibliothèque du monde et qu'il a très probablement lu et compris tous les livres de cette bibliothèque. Alors, je dis pas qu'il a absorbé et synthétisé tout le savoir comme Vegapunk, qui a lui été capable par la suite et grâce à son intelligence de découvrir une partie du siècle oublié. Non, non, lui c'est spécial. Mais quand même, ce hibou aussi est un petit peu spécial, tu vois. Et je rappelle qu'au chapitre 1139, quand les Mugiwara découvrent les cercles abyss dans la salle du trône d'Elbaf, sans vraiment savoir ce que c'est, Nami dit, et même en japonais, avoir déjà vu ces symboles dans des livres. Donc certains livres du monde de One Piece recensent les symboles démoniaques d'Imu, tout comme certaines tribus sur Namakura vouent un culte au diable. On peut penser que ça fait partie de leur mythe et légende à eux, de leur folklore et leur fiction, sauf que nous on sait que tout ça n'est pas de la fiction, et que les cultes et les livres recensant des symboles démoniaques dévoilent une certaine vérité, quelque chose qui existe. Donc quand on pense à Biblo, gardien des livres d'Elbaf, la plus grande collection du monde, qui d'un coup d'un seul veut communiquer avec les humains pendant que des démons attaquent Elbaf, on peut se demander si dans sa pile de bouquins là, il n'y en a pas un qui dévoile un truc sur les démons, leur histoire et comment les repousser ou quelque chose comme ça. Après, me sortez pas non plus de l'eau bénite ou du sel, je suis pas con non plus, hein, même si ça ferait un beau rapport avec Thriller Bark pour le coup. Non, non, juste un point faible, une incantation, un pouvoir, une astuce. Bref, voilà, pour faire simple, Biblo aurait la solution pour contrer les démons et ce grâce à ces fameux livres qui semblent cacher de nombreux mystères. Mais il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. On a déjà vu que Chopper pouvait les conjurer les démons Domi-Reversi. Il n'y en a pas besoin. Enfin, je comprends pas ce qu'il attend là. Ben ouais. Ce que je dis, c'est on connaît déjà le Chopper a déjà entre guillemets un contre au pouvoir de Imi. Donc je comprends pas trop. Sur le One Piece et son monde. Aïe 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 aïe, Gaban, qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors qu'Imu s'apprêtait à exécuter Luffy, le mange-montagne apparaît en plein milieu de cette forêt morte pour sauver le petit protégé de l'équipage de Roger. Mais est-ce le bon choix? Si ce n'est pour refaire un écho à l'histoire qu'on nous a racontée de lui lorsqu'il a protégé Roger dans cette forêt. C'est pas bon du tout, hein. On se doutait que tu allais revenir affronter Imu pour sauver Luffy, mais il faut bien faire ce parallèle avec Rayleigh qui a aidé les Mugiwara face à Kizaru. Mais justement, rappelez-vous de ce que disait Rayleigh à cette époque. Aujourd'hui, il est vieux, il n'a plus la même fougue qu'avant, et vaincre Kizaru n'était peut-être pas dans ses cordes à ce moment-là. Et si Rayleigh ne pouvait pas mieux gérer un amiral il y a 2 ans, alors que penser de Gaban face au roi du monde, celui qui n'a aucun égal en termes de pouvoir? Gaban, Mais il qui va en se faire plus d'être éclater, inférieur hein. et trop vieux, se retrouve aussi à combattre blessé. Ce scénario, on l'a eu il y a plus ou moins 2 ans. C'était Garp qui dévoilait sa puissance de dingue sur la ruche, réalisant exploit sur exploit, mais qui finira par être rattrapé par l'avantage numérique des pirates de Barbe Noire, en plus du sacrifice pour Kobe. Très honnêtement, je ne vois pas Gaban mourir. Oda ne va pas se transformer d'un coup d'un seul en Non, auteur de il va seinen pas à fumer mourir. tous ces personnages, hein. Mais il est difficile à concevoir qu'ils s'en sortent indemnes là où Luffy et Loki ont eux aussi à peine réussi à essouffler. Bah Je trouve oui, que ça fait qu'apporter du forcément. crédit à l'idée que quelqu'un, notamment Shanks, débarque sur Elbaf pour sauver tout ce beau monde. C'est la seule Oh, c'est bon. C'est bon, allez, il y a déjà Gaban qui est intervenu. Arrête.
Ça peut pas finir comme ça peut pas, c'est pas, faut arrêter, ça peut pas finir aussi simplement que Ymue repart bredouille. Même s'ils se font tous one shot, oui, mais non, Ymue repartirait bredouille. Elle est venue, elle est repartie bredouille. Ça marche pas, ça peut pas marcher comme ça. Après, je sais pas, ça me paraît trop facile, Chopper qui parlait à Biblio. Genre, il aurait pu le faire avant, techniquement, pourquoi le faire maintenant? J'avoue que je sais pas, je pense qu'il y a moyen qu'Oda nous bait sur ça. Moi, je pense, tu sais ce que je pense, scénaristiquement, c'est pour occulter des passages et pour gagner du temps sur les événements. Ça va être des éléments qui vont être mis dans un chapitre pour faire passer les chapitres pour, euh, pour occulter les combats, le combat de Gaban légèrement ou des trucs comme ça. Pour pas qu'on voie les discussions entre Gaban et Ymue. Chance qui reste quand tous les jokers d'Elbaf ont déjà été utilisés. Il reste Gunko, oui, elle se dégèle, machin. C'est toujours la même histoire. Il faut qu'elle ait vraiment une bête de raison pour réussir à repousser Ymue en personne, sachant qu'elle est encore sous son contrôle. Je pense pas que ce soit le meilleur des scénarios, donc priez avec moi pour que Gunko ne soit pas la clé de ce cataclysme. J'ai vraiment peur que ce soit une trop grosse. Ben non, elle pourra pas repousser Ymue. Par contre, vu que c'est elle qui a invoqué Sommers et Killingham, elle peut les renvoyer. Donc Sommers et Killingham qui battent Zoro et Sanji, et au moment où ils vont finir le travail, comme quand Ymue allait finir le travail sur Luffy, ben au lieu que ce soit Gaban qui vienne sauver, c'est Gunko qui renvoie Sommers et Killingham direct à la maison, direct à la casa, Marie-Joise, dégagez de là, et voilà. Après, Ymue comprendra que Gunko Sully a repris le contrôle et va reprendre le contrôle derrière. Mais voilà, ça aurait déjà été fait et du coup, ça aura sauvé Sanji et Zoro. Facilité scénaristique. Repousser les chevaliers divins, c'est une chose, mais agir sur Ymue en personne, ça en est vraiment une autre. Ça, c'est Sinon, et même s'il impossible. ne dure pas Pour moi, longtemps, c'est on peut s'attendre impossible. à ce que le combat entre Ymue et Gaban soit lui aussi très révélateur, car prenez un peu de recul pour vous rendre compte, Ymue là va affronter pour la première fois quelqu'un qui sait tout du siècle oublié. Même sur God Valley, les légendes présentes n'en savaient pas autant que Gaban actuellement. Il est totalement possible que Gaban nous fasse des révélations sur le siècle oublié en affrontant celui qui en est à l'eau. J'espère qu'il va dire Luffy, l'héritier de Joy Boy ou un truc comme ça. Ça serait là, il pourrait plus en fait nier. Faudrait qu'il sorte un bait comme ça, quelque chose qui rattache à ça. Ou quand t'as affronté Joy Boy il y a 800 ans, tu sais, ou un truc, tu vois, là, ça serait fini, tu vois, tu clôtures le sujet. Et ça, il peut le lâcher. Ça, c'est pas quelque chose qui peut ne pas dire, enfin, il peut le dire. Ça, il peut le dire sans nous révéler des trucs de fou. C'est capable de dire que Luffy est en fait le fils de Joy Boy et qu'il vient du passé comme Toki. Arrête. L'origine, mais aussi qu'il nous précise encore ce que l'équipage de Roger attend de Luffy. 14 ans qu'on attendait Gaban et son apparition m'a directement donné la sensation. Cette sensation qu'il agit depuis toujours dans le cadre d'un plan hérité de Roger et poursuivi par Shanks. Évidemment, Son affrontement tous. avec Luffy n'était pas un véritable combat, mais Ils une sont épreuve tous destinée à ceux qui vérifier sont si ce dernier était positionnés, bien l'élu annoncé Crocus, par la prophétie, Shanks, capable de revêtir l'apparence Riley. du guerrier blanc grâce au Gear 5. Roger a tout découvert sur Laftel, mais il est arrivé trop tôt pour accomplir la destinée de Joy Boy et son retour. Shanks a été missionné et obligé de renoncer à son propre rêve pour consacrer sa vie à préparer l'arrivée de cet élu. Sa quête du Gom Gom no Mi, son choix de confier ce fruit à Luffy, puis son intervention auprès de Riley et Mais de il a pas Gaban, ce confié sont à toutes des Luffy. étapes visant à guider Luffy jusqu'à la C'est Luffy qui l'a bouffé. Hein. Connaissance de l'histoire du siècle oublié, que ce soit Shanks, Rayleigh, Vegapunk ou encore Gaban, reconnaissent immédiatement la véritable identité de Luffy lorsqu'il éveille son fruit et adopte sa forme blanche. C'est donc parfaitement un sujet que Gaban et Ymue pourraient mettre sur le tapis, cette histoire de prophétie, cette histoire du retour de Joy Boy, mais aussi et surtout révéler que l'équipage de Roi des Pirates n'a jamais posé la main sur le One Piece. Le One Piece réside encore Il a dit que Shanks était un enfant de la destinée. quelque part dans ce monde et Roger n'a jamais pu mettre la main dessus. Ce n'était pas à lui de le faire, ce n'était pas son rôle, créant une véritable tragédie autour de ce personnage, lui qui n'aurait en réalité jamais accompli son rêve. Heureusement, Luffy a le même rêve que lui et en le réalisant, il réalisera en quelque sorte celui de Roger, mais l'ancien roi des pirates, le vecteur de tous les rêves des pirates de ce monde, n'aura malheureusement jamais accompli le sien, qui nécessite la possession et la découverte du One Piece. C'est pourquoi Shanks pleurait à son tour sur Laftel. Roger lui aurait avoué n'avoir pu mettre la main sur ce trésor qu'il désirait tant et que sa maladie ne lui laisserait aucun sursis pour qu'il puisse attendre le jour venu. Tout ça là, tout pourrait avoir un sens nouveau après l'interaction entre Ymue et Gaban, celui qui représente le passé et celui qui sait absolument tout de lui.
Bon, d'ailleurs, en parlant de Shanks et de Gaban, ce chapitre mêle passé et présent avec le flashback de la discussion entre Loki et Shanks il y a 14 ans quand Harald a été tué. Shanks qui révèle à Loki que le gouvernement se prépare déjà à une future grande guerre et que l'ennemi auquel ils vont faire face est le roi du monde, c'est peut-être le début d'explication du conflit entre ces deux persos. Si Loki en faisait qu'à sa tête et voulait affronter le gouvernement seul, Shanks avait toutes les raisons de l'arrêter. Il doit lui aussi savoir que Loki aura un rôle important à jouer. En fait, tous les géants auront un rôle à jouer dans cette guerre et perdant stupidement celui qui pouvait les gouverner, celui qui pouvait libérer la Galéla, celui que les poèmes assimilent au dieu soleil, ça aurait été tragique et inutile. Cette longue partie du chapitre nous donne alors un contexte qu'on imaginait déjà facilement, sans rien nous apprendre de plus, si ce n'est confirmer que Shanks c'est pour Imu et que même pour lui de ses yeux, Imu est un être à la puissance totalement folle. Elle a aussi servi, et ça c'est quand même important, à expliquer aux Mugiwara à qui ils ont affaire. Ça y est, les protagonistes ont tous, sauf le fils Zoro et Sanji finalement, connaissance de ce qu'ils affrontent, les rois du monde. Petite sensation que ça aurait pu être plus court, mais ce passage a le mérite d'exister et surtout de contextualiser pour les héros. Bon, maintenant qu'on a vu tous les petits sujets à droite et à gauche, il est temps d'arriver au cœur même de la grande révélation de ce chapitre, les armes des 20 rois. Je vous en ai parlé pas plus tard que dans la dernière review. Après qu'Imu ait de nouveau invoqué une arme pour combattre, la 4ème au total, plus précisément, je me demandais si Oda ne lui avait pas donné la capacité à invoquer toutes les armes utilisées par les 20 familles ayant composé le gouvernement mondial il y a 800 ans, celles qui les ont plantées autour du trône vacant. Aujourd'hui, cette théorie se confirme, Imu utilise bel et bien les armes ayant appartenu au roi d'il y a 800 ans. Une belle petite théorie, content qu'elle se soit validée, mais ça veut aussi dire qu'on va avoir largement de quoi analyser, puisque toutes ces armes auront probablement une petite histoire à nous raconter sur le royaume auquel elles appartenaient. On va prendre un petit temps pour analyser tout ça comme il se doit, mais avant tout, va falloir garder quelque chose en tête. Les 20 rois, Imu compris bien sûr, étaient probablement des monstres de puissance. Ça sera un sujet plus loin, mais vraiment je tiens à le répéter ici pour que vous le gardiez en tête quand on analysera leur arme. Pour que des mecs aient des sabres pareils, pour qu'ils aient vaincu Joy Boy et sa bande comme le disait Vegapunk, et pour que seulement 20 rois aient suffi à contrôler un monde aussi vaste que celui de One Piece, c'est vraiment qu'ils devaient être à des années-lumière de l'image feignante, molle et incapable que nous avons vue de leur héritier, les dragons célestes. Voilà, on en reparle après, mais ne les sous-estimez pas. Vraiment pas. On va commencer par la première, Némésis, l'épée du châtiment divin. C'est clairement celle qui a fait le plus parler d'elle, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore que l'invocation d'armes allait être une technique aussi récurrente d'Imu, donc tout de suite ça s'est emballé. Waouh, Némésis confirme le lien étroit entre Imu et Mihawk. Alors je pense toujours pas qu'Imu et Mihawk est un lien très particulier, mais effectivement, un truc pourrait se faire autour de Némésis. Qu'on se le dise, Némésis n'est pas le Kokuto Yoru. La lame, la garde, si tu la compares, elle ressemble davantage à l'épée plantée dans Elbaf qu'à l'arme de Mihawk. Mais maintenant qu'on sait que Némésis faisait partie d'une famille ayant fondé le gouvernement, on peut voir cette théorie sous un autre angle. Car si Némésis n'est pas Kokuto Yoru, ce sont quand même deux armes au principe relativement similaires. Voilà, très grande, une lame démesurée, l'utilisation nécessite absolument tout le corps de son porteur. Mihawk et Imu ont d'ailleurs deux moves assez similaires, ce qui ferait de Némésis une arme phare et emblématique de cette famille royale, une espèce d'arme signature. Voilà. Donc si Mihawk est bien lié au gouvernement et à une famille royale, chose qui pour le coup, et vu le personnage, est quand même assez facilement envisageable, il viendrait de la famille à l'origine de Némésis. Comme une seconde nature et instinctivement, il se serait porté vers le Kokuto Yoru comme arme de prédilection. Ou une branche secondaire. L'épée de ses ancêtres. Un samouraï porte un katana, les filles garlandes portent des sabres, les Oni portent des kanabo. Voilà, vous avez l'idée. Un Dracul porte une grande épée, tel Yoru ou Némésis. Gram est la deuxième arme par Imu. Peut-être que le roi qui avait Némésis était la branche principale et que du coup Mihawk est l'héritier d'une branche secondaire de ce royaume-là. Et qu'ils avaient deux épées, Némésis et Yoru. C'était peut-être même des jumeaux. Et que en fait, un des jumeaux est passé au gouvernement mondial et l'autre est resté roi du pays. Ça peut être une explication. Pourquoi la similarité, c'est aussi, les épées sont aussi similaires, etc. La posture, les techniques, etc. L'épée de la colère a été utilisée pour contrer les attaques de Loki, notamment sa foudre. Oui, voilà, exactement. C'est l'origine des mythes nordiques. Elle fut utilisée par le héros Sigurd pour tuer le dragon Fafnir. C'est un nain qui a été transformé en dragon après s'être emparé d'un trésor maudit. Tu remplaces le nain par un géant antique et t'as littéralement le pitch de Loki qui va récupérer le trésor maudit d'Elbaf, qui l'a fait transformer en dragon géant Nidhogg. Bref, l'utilisation par Imu d'une épée tueuse de dragon face à un dragon m'avait donc naturellement fait dire dans la review du chapitre 1183 que Imu aura donc l'avantage sur Loki à un moment et le vaincra avant de reprendre le combat contre Luffy, ce qui là aussi c'est donc bien validé. Ce qui est important et intéressant avec le Gram, c'est que dans ces mythes et historiquement, elle est associée au meurtre d'une divinité et au pouvoir surnaturel tel que la foudre. On comprend donc pourquoi elle a été utilisée pour parer la foudre de Loki, mais surtout, Loki avec son fruit du démon de Nidhogg symbolise le divin, même s'il n'en a pas le titre, il a tout d'une divinité. On sait que ce fruit fut autrefois tenu par le dieu de la guerre d'Elbaf, sans savoir qui ou quoi a provoqué sa mort. On sait aussi qu'Elbaf a un moment eu à affronter le gouvernement mondial. Donc parmi les fondateurs du gouvernement mondial, le sabre de Momonosuke était celui utilisant Gram. Était-ce le roi portant l'épée de la colère tueuse de dragon? Pour l'instant, je trouve que la théorie se tient. Récemment, c'est Stigma qui nous a été introduite, l'épée du démon vengeur. Incroyable technique au passage qui avait comme étymologie les stigmates, ces marques laissées sur le corps déshonorant, celui qui les porte ou étant des références aux plaies du Christ laissées par sa crucifixion. Pour le coup, c'est tout de suite plus difficile d'imaginer une quelconque histoire derrière cette arme, mais si je dois lui donner une famille, alors je pense directement au Don Quichotte. Doflamingo, trading héritier de la famille Don Quichotte, contrairement au reste de sa famille qui se sont tous humanisés à souhait, possède quelques importantes références religieuses et bibliques. Je pense déjà à son histoire, il est descendu parmi les hommes, malgré son statut divin, et a fini par être torturé pour ça, attaché, quasiment crucifié sur une muraille où il manquera de perdre la vie. Quelque chose qu'on retrouve chez un autre membre de sa famille, Miosgard, qui lui a bien été crucifié et exécuté par Garling pour s'être rebellé contre Carlos durant la rêverie. Ça fait déjà deux références assez lourdes. Une troisième se trouve cette fois-ci dans la première page du chapitre
763 lorsque l'eau est introduite à la Doflamingo Family. La famille de Doflamingo justement se retrouve en train de manger et boire autour d'une table, rappelant la scène de Léonard de Vinci, le dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres, l'un d'eux étant celui l'ayant trahi. Là nous avons Doflamingo et ses 12 acolytes, l'un d'eux est un traître également, Corazon. Très belle référence de la part d'Oda. Et puis finalement, même son attaque finale face à Luffy se traduit littéralement par exécution divine, donc ouais ça peut changer, mais actuellement j'attribuerais sans hésiter Stigma au Don Quichotte et leur lien étroit avec le christianisme, en particulier la crucifixion. Vient alors l'arme qui a choqué le monde dans le dernier chapitre, l'épée qui a transpercé le soleil, Luffy, l'épée du vide, ou l'épée du néant. Bon bah c'est encore assez frais dans votre esprit je pense, mais cette arme serait d'après moi et comme expliqué dans la dernière review, l'épée de la famille Nerona, l'épée de Imu. Déjà parce que c'est le vide et Imu est lié à ce principe, mais aussi parce que Bofu aspire l'énergie de la forêt là où Imu lui rien qu'avec son aura démoniaque est capable de donner vie à cette végétation. Et bien sûr c'est quand même l'épée qui a permis de planter le dieu soleil, Luffy, et donc je me suis dit que c'est peut-être avec cette même épée qu'Imu avait tué Joy Boy autrefois, lui aussi dieu Pourquoi soleil. pas. Surtout que comparé à toutes les autres armes invoquées jusqu'à présent, c'est celle qui est la mieux représentée, la mieux détaillée, elle est parfectement adaptée à la taille d'Imu. La lame du Oui, néant, c'est comme celle qui est. franchement, j'ai très peu de doutes pour le moment. C'est surtout celle qui est présentée de face directement. La première qui est vraiment mise en avant. Parce on avait les attaques, etc. L'épée n'était pas présentée en tant que telle. Et là, c'est vraiment, on te montre l'épée, la page te montre l'épée en fait. Toute la page est faite, est organisée pour que tu voies cette épée-là. Donc pourquoi pas, ouais. L'épée de Imu Nerona. Et je dis bien Imu Nerona et pas Mu. Et si je vous disais que cette épée avait une sœur? On arrive au vif du sujet puisque ce chapitre dévoile pas moins de 5 nouvelles armes que nous allons toutes analyser. Et ça commence avec Tofu, ou du moins Tohu. Tout dépend de la traduction choisie. Ce n'est pas une arme apparaissant physiquement, elle est citée par Somers, mais ça suffit pour se pencher un peu sur son cas. Phonétiquement, elle ressemble à Bofu, l'épée du vide. Et en effet, Tofu et l'épée du chaos, on y retrouve deux principes assez proches, le vide et le chaos, sauf qu'ils le sont encore plus qu'on ne le pense. Parce que dans la Genèse se trouve une expression se prononçant Tohu Bohu, elle est utilisée pour désigner le caractère chaotique, désordonné du monde lors de sa création. Ça pourrait être ouais, des épées jumelles. Et en fait, Imu Nerona combattait avec 2 épées. Ça pourrait être ça hein, aussi. En gros, Tohu signifie informe, donc sans structure. Quant à Bohu, il signifie le vide, le néant. Ce sont deux termes liés venant de la même religion. Et du coup, si l'épée du chaos et l'épée du vide sont si proches, cela signifie que les deux rois à qui elles appartenaient à l'époque étaient eux aussi probablement liés d'une certaine façon. La question a 1 milliard de berries, donc celle-ci, Imu avait-il un allié un petit peu différent des autres parmi les 20 rois? Peut-être un frère, peut-être un ami de longue Ou peut-être que les 2 épées sont à lui. date, mais surtout un avec qui il partageait des traits communs pour expliquer cette similitude persistante entre le vide et le chaos. Quoi qu'il en soit et quels qu'ils sont, les porteurs de ces deux lames devaient avoir un lien et former un duo, quasiment aucun doute là-dessus. On notera aussi les similitudes phonétiques avec Yoru qui se traduit par nuit en français, un principe encore une fois proche du vide et du néant. Toutefois, je ne pense toujours pas que Yoru soit l'une des 20 lames des rois fondateurs, puisqu'il y en a bien 19 plantées autour du trône d'Imu. La seule manquante autour du trône est celle de Lily, et elle aura probablement été récupérée par Imu lorsqu'on la voit plantée dans la chambre fleurie. Des épées et des mystères, c'était un peu mon rêve ce chapitre quoi. On continue notre analyse avec Fragarak, l'épée du dieu de la mer. Fragarak ou Fragarash est donc l'épée de Manane Maklir, dieu de la mer celte et gardien de l'autre monde. Ses principaux traits sont que Fragarak est une épée qui ne manquait jamais sa cible et pouvait tout traverser, aucune armure ne peut la bloquer. Pire encore, cette épée retire la force de son adversaire et chacun de ses coups provoque une blessure si grave qu'on ne peut en guérir. Autant vous dire que mieux vaut pour Luffy qu'Oda ne suive pas son mythe à la lettre, car au mieux il s'en sort avec une cicatrice, au pire Luffy sera dans un état absolument déplorable. Et on peut d'ores et déjà le considérer comme perdant de son combat contre Imu. Bref, j'ai un problème à part ça avec cette arme, c'est que elle est attribuée à un dieu très positif. Le dieu de la mer Mananan n'avait pas vraiment d'ennemis, contrairement à toutes les autres épées introduites. Il n'y avait pas de symbole non plus de haine ou de sang autour de son épée Fragarak. C'est même encore plus bizarre que ça parce que tout relie le dieu de la mer à Joy Boy. Déjà car ça vous aura pas échappé, mais le dieu de la mer a bien été mentionné dans la fresque d'Elbaf. On ne connaît pas trop son rôle dans toute cette histoire, mais vu qu'il s'emplit de rage et se dressa après la mort du soleil dans le deuxième monde, donc Joy Boy, pour l'instant on peut partir du principe qu'il s'agisse de l'ancienne Poséidon ou roi des hommes poissons, qui sont littéralement les dieux de la mer. Si c'est le cas, alors nous savons aussi que Joy Boy et l'ancienne Poséidon étaient amis, et donc que l'épée du dieu de la mer n'aurait pas dû se retrouver parmi les 20 rois fondateurs du gouvernement, qui étaient les ennemis non, de c'est Joy un Boy. titre de l'épée, c'est comme Enma. Était allié au gouvernement Enma, mondial. Est-ce que la tradition peut le roi des vous aurez enfers. compris que l'épée du dieu de la mer appartiendrait donc à un homme poisson fondateur du gouvernement. Le tout reste de savoir s'il était comme Lily, un potentiel allié de Joy Boy, ou si au contraire il en était l'un des plus terribles ennemis. Tout comme Somers avec Graham, Killingham s'est vu attribuer l'arme légendaire de la famille Limoshiv pour combattre Sanji, la sainte lance Longinus. Encore une fois, cette arme a de lourdes références et inspirations bibliques en étant littéralement l'une des armas Christi, des objets liés à la souffrance du Christ lors de sa crucifixion. La sainte lance, elle, fut utilisée par un soldat romain nommé Longinus, du coup, qui perça le flanc droit du Christ pour s'assurer de sa mort. Alors, hein, vous voyez bien que c'est pas moi qui cherche de la mythologie ou des références religieuses de partout, c'est Oda qui nous les agite sous le nez comme ça là. Critiquez-le lui si vous osez. Je trouve ça particulièrement bien pensé qu'elle soit utilisée contre Sanji, tout comme j'adore le fait que Graham soit utilisé contre Zoro. Chacune de ces armes sont un rappel assez fin à l'histoire et au background du Mugiwara qu'elles affrontent. Zoro est intimement lié à l'image du dragon, de par ses techniques, de par le dragon qu'il a tué, de par son ancêtre Ryuma qui a lui-même tué un dragon. Il y a ce truc qui relie Zoro à cette créature mythique. Sanji lui c'est peut-être moins évident, mais s'il doit être lié à une religion, ça peut être le christianisme. Le diable, les enfers, tu sens que c'est un truc propre à lui au sein des Mugiwara. Donc jusqu'à présent, je trouve que les attaques utilisées par Imu contre ses adversaires ont toujours un sens, une sorte de logique. Et par ailleurs, on comprend très bien encore pourquoi Killingham se battait toujours avec un trident, puisque l'arme qui lui est associée à lui et à sa famille est totalement dans le même style. Nouvelle arme mentionnée par Somers et pas des moindres, c'est Muramasa. Enfin, j'ai envie de dire, il en a mis un temps phénoménal pour faire apparaître ce katana légendaire, plus précisément pour faire une référence à ce maître forgeron. Muramasa
Muramasa est le forgeron de katana le plus célèbre pour la qualité absolument exceptionnelle de ses lames, mais aussi pour le mythe qui l'entoure. On dit que ses créations sont maudites, que sa haine et sa violence se transmettaient à l'âme de ses sabres qui devenaient assoiffés de sang et possédés par un esprit. Ah bah tiens, ça vous Mm. rappelle les Kitetsu, non? Bah c'est normal, c'est littéralement ce qui a inspiré Oda pour créer les Kitetsu, c'est quasiment la même histoire, et c'est ce qui m'avait poussé en 2016 déjà, donc il y a 10 ans, à faire le lien entre Muramasa et Kitetsu pour expliquer que les démons des sabres venaient de la volonté démoniaque de leur forgeron. Aujourd'hui on a donc l'origine même des Kitetsu, on a carrément le papa des Kitetsu. Et s'il doit exister une lame maudite dans One Piece, c'est Muramasa. Alors à qui appartiendrait cette lame? Pas trop difficile parmi les membres du gouvernement, le candidat parfait Venituro, est il va dire, Venituro, ouais. bien sûr, il est le samouraï du Gorosei, il possède lui-même ce qui semble être un Kitetsu. La famille Ethan Baron a forcément prêté allégeance au trône il y a 800 ans, tout en plantant son arme la plus emblématique et aussi la plus maudite, Muramasa. Expliquant pourquoi Venituro porte aujourd'hui un Kitetsu, c'est aussi une lame maudite qui vient peut-être du même forgeron, mais bien qu'elle soit l'une des 12 grandes lames, reste encore inférieure à la légendaire Muramasa. Qu'on se le dise, si les Seijo En fait, oui, t'as raison dans un sens où les lames maudites n'existent pas. Ça n'existe pas. En fait, c'est la volonté inscrite par le haki qu'a insufflé le forgeron qui crée que la lame va absorber telle ou telle chose, etc. Je pense que c'est plus un truc dans ce style-là. Et donc, du coup, pousse au combat les gens. La volonté inscrite dans la lame pousse au combat les gens. Et donc, voilà, elles deviennent historiquement maudites, comme si elles étaient maudites, mais en fait, c'est plus. Voilà. Owasamono sont les 12 meilleurs sabres du monde. Les armes des 20 rois du siècle oublié doivent être d'une encore plus grande force et qualité pour avoir combattu Joy Boy et être aujourd'hui Des utilisées lames par Inu. divines! Nous arrivons finalement à non pas une lance, non pas une épée ou un katana, mais à une hache qui, je dois l'avouer, est pour le moins étonnante. Xiantian est inspiré de la divinité chinoise du même nom, s'étant battu contre l'empereur jaune, le père de la civilisation chinoise. Le petit problème, c'est qu'il a perdu face à lui, mais son esprit indomptable lui a Ah permis la de gueule! continuer son combat et ce, même sans sa tête. Il combattait avec une hache et un bouclier, voilà pourquoi Oda l'a assimilé à cette arme. Par contre, pour l'instant, c'est impossible de trouver une famille royale qui correspond au thème de Xiantian. Il faudrait dans l'idéal qu'elle soit d'inspiration chinoise, voire qu'elle vienne de Kanokuni, mais là on a clairement un manque d'informations cruciales pour imaginer quoi que ce soit d'autre. Voilà, un petit flop, je l'avoue. Vous noterez cependant que cette hache, comme toutes les autres lames que Inu a invoquées, semble posséder une capacité un petit peu unique. L'une absorbe l'énergie vitale, elle semble pouvoir invoquer du feu, c'est bien la preuve que les armes d'aujourd'hui ou celles d'il y a 800 ans possèdent des pouvoirs uniques, distincts, rivalisant aisément avec certains fruits du démon. La lame de Shamrock invoquant Cerbère n'est peut-être pas tant une exception, et d'autres parmi elles auront aussi cette capacité de métamorphose en créature mythique. Bon alors, 100% honnêtement, j'avais de base l'idée de vous faire une liste de toutes les armes manquantes et celles qui pourraient apparaître, mais waouh, j'ai senti que j'allais vous mettre un tunnel d'enfer, et vu le temps qui me manque pour faire cette review, j'aimerais bien la compléter en théorie dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine. On verra si ça se fait ou non. En attendant, ne soyons pas choqués si dans le prochain chapitre, Imu invoque une Excalibur ou une épée de Lily, inspirée de la dague en fer météoritique de Toutankhamon, ou pire encore, que Imu utilise l'épée de Joy Boy. Ah oui, sur la fresque d'Elbaf, il y en avait une, et Nika aussi en avait une de toute façon. Alors, qui nous dit que Imu ne peut invoquer que celle des 20 rois? Vous captez où je veux en venir? Ça serait pas con qu'il garde cette arme en souvenir du plus grand ennemi qu'il ait eu, en se cache dans les profondeurs de Marie-Joise ce qui semble être son chapeau de paille. D'ailleurs, c'est quoi ce lieu? Une sorte de crypte, non? Qui serait enterré, d'après vous? Et si, moi je vous disais que dans cette cape gelée de Marie-Joise se retrouvent conservés les corps des rois fondateurs du gouvernement et qu'ils seront utilisés dans la guerre à venir. J'ai toujours pas vu Naruto, mais je crois savoir qu'il a une histoire un petit peu similaire, c'est ça? Bah désolé les gars, il va falloir dissocier les œuvres et prendre au sérieux cette théorie. Je vous en ai déjà parlé il y a plus d'un an et à de nombreuses reprises, et plus le temps passe et plus j'en suis certain. Si Imu a une chambre froide sur Marie-Joise, c'est pour conserver des corps, ceux des 18 ou 19 Et si elle peut pas, et si elle pouvait s'accaparer du coup les l'apparence des corps qu'elle garde, plutôt, tu vois, au lieu de faire revivre les corps à la zob là, en gros, elle change d'apparence en fonction du combat qu'elle doit faire et donc de capacité. Ça pourrait être cool. autres rois avec qui il a contrôlé le monde d'il y a 800 ans. Aujourd'hui, nous avons la certitude, vu la puissance de leurs armes et les dires de Somers, que ces rois étaient de terrifiants guerriers, assez pour combattre l'ancien royaume, mais aussi Lady et bien sûr Joy Boy. Ces types-là étaient finalement les meilleurs alliés sur lesquels Imu pouvait compter. Eux n'ont cependant pas survécu autant, comme l'a fait le roi du monde avec son immortalité. Pour se préparer à la guerre qui allait venir dans 800 ans, Imu a préservé les corps de ses anciens alliés et le jour venu leur redonnera vie l'espace d'un temps pour incarner l'armée démoniaque qui affrontera à nouveau Joy Boy. Il leur redonnera vie grâce à son Omen, comme il a restauré leur arme antique aujourd'hui, et il boostera leur puissance comme il l'a fait avec Somers et Kimingam. Ce scénario qui peut donc vous rappeler peut-être certains animes, certains mangas ou histoires à côté, c'est aussi surtout celui de Thriller Bark avec Moria et son armée de généraux zombies, que des légendes venant des Rocks. C'est un foreshadow du pouvoir d'Imu et de l'ultimatum qu'il garde depuis 8 siècles. Si Joy Boy revient, alors il devra affronter tous ceux qui l'ont vaincu lors de cette première guerre, et ce, avec les mêmes armes qu'ils utilisaient autrefois. Trop à dire, pas Ben non, parce que tu as déjà des familles et des héritiers. Sinon, ça a quel intérêt d'introduire des héritiers des familles qui héritent des lames si tu les occultes pour mettre des anciens qui vont avoir les lames? Ça, ça a pas, ça a pas d'intérêt en fait. Alors que si Mu peut se changer en telle ou telle personne et en s'appropriant peut-être même
leur pouvoir, leur forme, etc., s'ils avaient des fruits du démon, et que c'était des trucs particuliers, etc., leur volonté, leur personnalité, ou ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est plus intéressant. Si elle a cette capacité de s'accaparer ça. Euh, mais si t'introduis des héritiers de famille et tu t'en sers pas, ça- et tu te sers de trucs qui vont les remplacer. Je trouve ça moyen quand même. Pas assez de temps pour le faire. C'est la fin de cette review, les bros. Oui, oui, moi aussi, ça m'attriste beaucoup. Mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, Ok. Donc voilà, ouais. Il y a des bons trucs, il y a des bons trucs. Après, ouais, il y a des idées, c'est pareil. C'est bon, on va voir, hein. Mais ouais, je préférerais complètement que Imu puisse avoir la capacité de prendre la forme des fondateurs. Donc Immunerona, ça serait en fait la forme de Immunerona, mais ça serait pas la vraie apparence de Mu. Et donc qu'elle puisse changer de forme euh, et donc de capacité grâce à ça. Genre là, elle va être plus dans la vitesse, etc. Ou plus dans la puissance, ou plus dans enfin, peu importe. Ça serait beaucoup, je trouve, beaucoup plus intéressant d'explorer ce truc-là, où en fait, tu devras battre chaque apparence pour pouvoir vaincre Imu. Tu vas devoir vaincre chaque partie, en fait, chaque fois qu'elle perd un morceau, en fait, de net qu'elle a absorbé entre guillemets, ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être super intéressant, en fait. Comme si elle avait plusieurs cœurs, entre guillemets, il faut les tuer au fur et à mesure et que ça la faisait changer d'apparence à chaque fois. Ça pourrait être incroyable, si c'était ça. Je préférerais ça plutôt qu'elle qu'elle fasse émerger tous les fondateurs en leur donnant les armes, etc. Eh ben, c'était pas mal.